Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les projets Führerstadt et Germania étaient des plans ambitieux conçus par Adolf Hitler et son architecte Albert Speer sous le régime nazi. Ces projets visaient à repenser diverses villes d'Allemagne et d'Autriche, notamment Berlin, Linz, Munich, Hambourg et Nuremberg. L'objectif était de transformer ces villes en villes du Führer représentatives qui reflèteraient l'idéologie nazie et mettraient en valeur leur puissance et leur grandeur. Pour Berlin, Hitler envisageait des bâtiments monumentaux, de larges boulevards et une immense Volkshalle qui surpasserait toutes les structures existantes en taille et en splendeur. Le plan d'Hitler était de créer une ville comparable aux civilisations anciennes telles que l'Égypte, Babylone et Rome, dépassant en grandeur des villes comme Londres et Paris. Le projet Germania impliquait la démolition des structures existantes et la construction de nouvelles. Il s'agissait également d'un vaste projet de rénovation urbaine visant à remplacer une partie importante de Berlin par des bâtiments monumentaux et de larges boulevards. Bien entendu, en raison du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et du déclin du régime nazi qui a suivi, nombre de ces plans n'ont jamais été pleinement réalisés. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. En 2021, un groupe de chercheurs historiques en Pologne a suggéré qu'il pourrait y avoir des tunnels nazis cachés dans un ancien volcan, abritant potentiellement des documents top secrets de la Gestapo. L'association des amoureux de Haute-Lusace affirme avoir trouvé un plan de ces tunnels dans les archives locales de Lubań, une ville du sud de la Pologne. Malgré de nombreuses tentatives d'exploration des tunnels, seuls quelques puits menant au volcan endormi ont été accessibles, laissant de nombreuses parties inaccessibles. Les chercheurs notent que le croquis des tunnels dans les archives les représente comme un abri anti-aérien, mais leur dimension de 3 mètres sur 3 diffère considérablement de la taille habituelle des abris anti-aériens qui sont généralement de 1,6 par 1,8 mètres. Cette différence, ainsi que la hauteur et la largeur des tunnels, suggèrent qu'ils pourraient avoir été destinés à des fins de stockage. La possibilité de l'existence des archives de la Gestapo de Cracovie contenant des documents précieux découle du témoignage d'un ancien officier de la Gestapo nommé Kurt Heinemeyer. Il a affirmé que les documents avaient été apportés dans une ville voisine appelée Czerwona Woda, sur ordre de Hans Frank, alors gouverneur de la Pologne occupée, où ils avaient été partiellement détruits. Cependant, les chercheurs suggèrent que certains de ces documents se sont en réalité retrouvés à Lubań, à environ 17 km de là, cachés dans le volcan. La raison pour laquelle ils ont transporté les archives de Cracovie à Czerwona Woda pour ensuite les brûler reste un mystère. Le Horten HO-229 était un prototype de chasseur bombardier allemand conçu par Reimar et Walter Horten pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est souvent reconnu comme le premier bombardier furtif en raison de ses caractéristiques de conception qui le rendaient moins visible au radar que les avions conventionnels de taille similaire. Le HO-229 était un avion à ailes volantes, ce qui signifie qu'il n'avait pas de gouverne redondante, ce qui contribuait à réduire la résistance de l'air et à diminuer la visibilité sur le radar. Il a été développé en réponse aux exigences du ministère allemand de l'air concernant un bombardier capable de transporter une bombe de 1000 kg sur une distance de 1000 km à une vitesse de 1000 km/h. De plus, l'avion pouvait atteindre une altitude de 15 000 mètres et était propulsé par 2 réacteurs dotés d'une aile en forme de delta. Le HO-229 était conçu comme un bombardier rapide, capable de transporter une charge utile importante sur de longues distances. Cependant, l'avion n'a jamais été mis en service et seuls quelques prototypes ont été construits. Les raisons pour lesquelles l'avion n'a pas été mis en production sont diverses et incluent la fin de la guerre, les défis techniques et l'évolution des priorités du ministère de l'air allemand. Les caractéristiques furtives du HO-229 étaient le résultat de la conception de ces ailes volantes qui éliminaient les ailerons arrière susceptibles de refléter les ondes radar, le rendant presque impossible à détecter au radar. Alors que les forces alliées avançaient dans les aéroports et les usines allemandes du centre de l'Allemagne, elles tombèrent sur les restes d'un bombardier à réaction ressemblant à une chauve-souris. Recouvert de carbone et de contreplaqué, il a été conçu pour être plus difficile à détecter par radar, ce qui en fait peut-être le premier avion furtif au monde. Sa forme unique, ressemblant à un mélange entre Snowspeeder Star Wars et un avion espion U-2, comportait des ailes repliées vers l'arrière selon un angle aigu. Cette conception a permis à l'avion d'échapper aux installations radar et de voler inaperçu des observateurs ennemis.
Le Horton H9 possédait non seulement des capacités furtives, mais présentait également des performances exceptionnelles. La vitesse et l'agilité du chasseur à réaction en faisaient un avion redoutable qui surpassait ses homologues. Les frères Horton, les créateurs de cet avion innovant, ont envisagé son potentiel non seulement comme chasseur, mais aussi comme bombardier. Ils espéraient équiper l'avion d'une bombe d'1 tonne et envisageaient même de l'armer de roquettes non guidées pour attaquer les bombardiers ennemis. Le relais de la flamme olympique, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est originaire de l'Allemagne nazie. Il a été introduit pour les Jeux olympiques de Berlin en 1936 et a été utilisé par le régime nazi comme moyen de promouvoir son idéologie et de présenter une fausse image d'une Allemagne pacifique. Le relais de la flamme était un outil de propagande soigneusement orchestré visant à relier l'Allemagne aux anciens empires et à créer un sentiment de continuité historique. Cet événement s'inspire d'un événement similaire qui a eu lieu en 80 avant Jésus-Christ à Athènes. Karl Diem, un ancien olympique allemand impliqué dans l'organisation des Jeux olympiques de Berlin, a conçu le relais pour évoquer un sentiment de tradition ancienne et le relier au parti nazi actuel. L'idée a trouvé un écho auprès des propagandistes nazis qui ont utilisé des relais de flammes et des rassemblements pour attirer principalement de jeunes Allemands vers le mouvement nazi. Le relais de la flamme a impliqué 3422 relayeurs, chacun parcourant 1000 mètres sur le parcours allant du site des Jeux olympiques antiques d'Olympie en Grèce à Berlin. Lors du passage du flambeau, il a traversé divers endroits avant d'atteindre sa destination finale. Le relais a atteint son apogée avec l'allumage de la flamme olympique dans le stade, symbolisant le début des Jeux. Les nazis étaient fascinés par les sociétés secrètes, les ovnis et les sources d'énergie mystique. Si des extraterrestres ont visité l'ancienne Sumérie, pourquoi les nazis n'ont-ils pas pu les trouver? Un livre intitulé The Coming Race a été publié anonymement en mai 1871. Il tourne autour d'un auteur qui découvre un monde souterrain caché par des êtres angéliques. Il se lie d'amitié avec quelqu'un qui le conduit à travers une ville, rappelant l'architecture égyptienne antique. Cette société prospère grâce à une technologie de pointe, son outil le plus puissant étant une substance omniprésente appelée vril. Ce fluide est une source d'énergie latente que les habitants spirituellement avancés peuvent exploiter grâce à l'entraînement de leur volonté en fonction de leur constitution génétique. Cette maîtrise leur donne accès à un pouvoir extraordinaire qu'ils peuvent contrôler à volonté. L'association du soleil noir avec l'occultisme remonte à un roman allemand de 1991 intitulé Le soleil noir de Tashi Lunpo de l'auteur pseudonyme Russell McCloud. Le symbole du soleil noir représente une source d'énergie mystique censée rajeunir la race aryenne. La création de Fanta est le résultat de l'embargo commercial imposé par les États-Unis contre l'Allemagne nazie, rendant difficile l'exportation du sirop de Coca-Cola. Max Kies, le leader de Coca-Cola Deutschland, a décidé de développer un nouveau produit spécifiquement pour le marché allemand en utilisant uniquement les ingrédients disponibles en Allemagne à cette époque. Ainsi, Fanta a été créé en utilisant des fibres de pomme et un sous-produit du fromage, comme le lactosérum, comme ingrédient. Il a été présenté comme une boisson fruitée préparée à partir de tout ce qui était disponible pendant la guerre. L'invention était principalement motivée par la nécessité de préserver les actifs de la société Coca-Cola et de faire fonctionner les usines locales dans des conditions de guerre. Le Fanta est devenu une boisson populaire parmi la population allemande pendant la guerre et était considéré comme un motif de fierté nationale. L'Allemagne nazie a été à l'avant-garde de l'intérêt porté aux soucoupes volantes en raison de leur prétendue importance stratégique. Une curieuse photo de la Seconde Guerre mondiale montre un objet en forme de soucoupe à peine visible au-dessus de l'aéroport de Prague. La photo aurait été prise par l'inventeur Joseph Epp. Parmi les prétendus prototypes créés par les nazis figurait le Fluxkreisel, conçu par l'ingénieur Rudolf Schriever. Pendant la guerre, le personnel allié et ennemi a signalé diverses anomalies aériennes. On pense également que des ingénieurs allemands ont développé des vaisseaux spatiaux, notamment une soucoupe volante nommée Onebu, visant à assurer la victoire de l'Allemagne hitlérienne. Fait intéressant, cela concerne le crash d'OVNI à Roswell. La base militaire de Roswell était connue pour abriter des bombardiers capables de transporter des armes nucléaires ainsi que d'autres projets hautement secrets. Dans le livre de 1960 Le matin des magiciens de Louis Pauwels et Jacques Bergier, la société Vril de Berlin est mentionnée. Les auteurs suggèrent que la société aurait pu entrer en contact avec une race extraterrestre
et se consacrer à la création de vaisseaux spatiaux destinés aux voyages interstellaires. Il semblerait que la société Vril ait collaboré avec la société Thule et le parti nazi au développement d'une série de prototypes de disques volants. Le Fritz X et le Henschel HS-293 comptent parmi les premières armes à guidage de précision développées par l'Allemagne nazie. Elles firent leur début au moment de l'attaque alliée sur Salerne en septembre 1943. Ces armes radiocommandées représentèrent un nouveau défi pour la défense de la flotte et frappèrent les navires alliés, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de la guerre moderne. Le Henschel HS-293 était une bombe planante radiocommandée équipée d'un moteur fusée, conçu comme un missile anti-navire guidé. Il utilisait un pilote automatique pour maintenir une trajectoire rectiligne et pouvait être lancé depuis un bombardier à une distance suffisante pour maintenir l'avion hors de portée des tirs antiaériens. Le HS-293 était transporté sous les ailes ou dans la soute à bombe d'avion tels que le HE-111, le HE-177, le FW-200 ou le DO-217. Un bombardier guidait le missile avec un joystick et une radiocommande. Le Fritz X, également connu sous le nom de Ruhrstahl X1, était une bombe anti-navire blindée guidée. Le Fritz X était transporté par des bombardiers de la Luftwaffe et était guidé vers sa cible par un membre d'équipage du vaisseau mère à l'aide d'un joystick. Ces armes ont été conçues pour être larguées depuis des avions et guidées vers leur cible, ce qui en fait les précurseurs des bombes intelligentes d'aujourd'hui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les responsables impliqués dans le projet Manhattan étaient convaincus qu'ils étaient engagés dans une course avec l'Allemagne pour développer la bombe atomique. Le fondement des armes nucléaires, connu sous le nom de fission nucléaire, a été découvert à Berlin en décembre 1938. Cette révélation a provoqué d'importants troubles aux États-Unis, même si la guerre n'était encore que dans 10 mois. En avril 1939, une conférence secrète à Berlin marqua le début du programme allemand d'armes atomiques. En conséquence, le ministère de l'Éducation a lancé un programme officiel de recherche sur l'uranium et a interdit l'exportation d'uranium vers d'autres pays. Cela s'est produit 5 mois avant que le président Franklin D. Roosevelt ne reçoive la lettre d'Albert Einstein l'avertissant du potentiel des armes nucléaires. L'épave d'un bateau transportant des barils d'eau lourde destinés aux scientifiques nucléaires allemands a été retrouvée sous un lac norvégien. En 1944, les forces spéciales norvégiennes ont coulé un ferry allemand d'Hydro, mais jusqu'à présent, il était difficile de savoir si le navire contenait les ingrédients essentiels à la bombe nucléaire d'Hitler. Récemment, des tests ont confirmé qu'au moins 18 barils trouvés dans l'épave contenaient de l'eau lourde, une substance cruciale pour contrôler le processus de fission nucléaire. L'eau lourde a joué un rôle vital dans le programme nucléaire allemand et sa perte a eu un impact décisif. L'ordinateur Z3 était un ordinateur électromécanique allemand conçu par Konrad Zuse en 1938 et achevé en 1941. Il est considéré comme le premier ordinateur programmable fonctionnel au monde. Le Z3 a marqué une étape importante dans l'histoire de l'informatique car il s'agissait du premier ordinateur électromécanique entièrement opérationnel. Il utilisait environ 2300 relais et effectuait des calculs à virgule flottante en arithmétique binaire avec une longueur de mot de 22 bits. Le Z3 n'était pas un véritable ordinateur électrique mais plutôt électromécanique. Une limitation majeure était le manque de branchement conditionnel, ce qui signifiait qu'il devait calculer de manière spéculative tous les résultats possibles d'un calcul pour être complet à Turing. Malgré cette limitation, le Z3 fournissait un ensemble d'instructions pratiques pour les applications techniques dans les années 1940. Le Z3 était principalement utilisé pour les calculs aérodynamiques mais fut malheureusement détruit lors d'un bombardement sur Berlin à la fin de 1943. Cependant, une réplique entièrement fonctionnelle du Z3 fut construite en 1961 par Zuse Keiji et est maintenant exposée en permanence au Deutsches Museum de Munich. Weingut 1, également connu sous le nom de Cave 1, était un projet de construction secret lancé en 1944. Son objectif était de créer un complexe industriel souterrain dans la forêt de Mühldorfer Hart, près de Mühldorfer am Inn, en Haute-Bavière, en Allemagne. L'objectif principal de ce projet était de produire des moteurs à réaction pour le Messerschmitt ME-262 dans une usine de 9 étages, logée dans un énorme dôme en béton armé. À cette époque, les forces alliées avaient déjà pris le contrôle de l'espace aérien allemand. Le réseau d'usines souterraines a été conçu comme un moyen d'assurer la production du ME-262, même face à la domination alliée.
Au total, 10 000 ouvriers ont été employés pour le projet, dont 8 500 étaient des travailleurs forcés et des prisonniers du réseau des camps de concentration de Mulhdorf. Plus de 3 000 de ces travailleurs ont perdu la vie à cause du surmenage, de la malnutrition et des traitements brutaux infligés par les SS. Les travailleurs forcés ont enduré des conditions difficiles, travaillant 10 à 12 heures par jour, avec des tâches telles que déplacer du gravier et travailler avec du béton. Ceux qui tombaient malades ou étaient trop faibles pour supporter un travail pénible étaient transportés à Auschwitz. Le char Panther était un char moyen déployé par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était destiné à être le pendant du T-34 soviétique et à remplacer les chars Panzer III et Panzer IV. Le Panther est souvent considéré comme l'un des meilleurs chars de la Seconde Guerre mondiale en raison de son excellente combinaison de puissance de feu, de mobilité et de protection. Il présentait un blindage incliné, un puissant canon principal de 7,5 cm et une bonne mobilité. Le Panther a été utilisé pour la première fois lors de la bataille de Koursk en 1943. Cependant, le char Panther avait quelques problèmes. Les premiers modèles souffraient de problèmes mécaniques et de fiabilité, et plus de Panthers fut perdu à cause de problèmes de moteur que d'actions ennemies lors de la bataille de Koursk. Le char avait également un problème fondamental avec la vue du tireur, ce qui rendait difficile la localisation rapide des cibles. Ses capacités de combat ont influencé le développement des chars plus lourds par les Alliés, comme le char soviétique IS-2 ou le char américain Pershing. Il est à noter que le char Panther a été capturé par les troupes ennemies à certaines occasions. Les forces russes capturèrent plusieurs Panthers et les utilisèrent contre les nazis sur le front de l'Est. Cependant, ils ont été abandonnés en raison de leur complexité et de la difficulté de les réparer. Lors d'une visite secrète en Finlande, à l'occasion du 75e anniversaire du maréchal Carl Gustav Mannerheim, l'auto-tromperie d'Adolf Hitler a été accidentellement capturée sur un enregistrement audio secret. À l'insu d'Hitler, un technicien du son nommé Thor Dahmen a réussi à enregistrer les 11 premières minutes d'une conversation privée entre Hitler et Mannerheim. Cet enregistrement est le seul cas connu où Hitler s'exprime de manière informelle et officieuse. Sur la bande, Hitler domine la conversation, tandis que d'autres personnes autour de la table, dont Mannerheim, le président Ristoriti et le général Feldmarschall Wilhelm Keitel, restent largement silencieux. Hitler évoque l'échec de l'opération Barbarossa, les défaites italiennes en Afrique du Nord, les invasions de la Yougoslavie et de la Grèce, sa surprise face à la capacité de production de chars de l'Union soviétique et ses inquiétudes concernant l'extraction pétrolière roumaine. Il explique à Mannerheim pourquoi l'attaque contre la Russie ne s'est pas déroulée comme prévu. Il admet qu'il n'était pas bien préparé et qu'il avait sous-estimé la force de la Russie. Hitler a également été surpris en train de mentir sur le nombre de chars de l'armée rouge. Au bout de 11 minutes, les gardes SS d'Hitler découvrirent l'enregistrement de Dahmen et le menacèrent. Adolf Hitler n'avait pas seulement un plan A ou B, il avait des projets de A à Z. Voici son plan final, le plan Z. Il s'agissait du programme ambitieux d'Hitler visant à développer la marine, à construire une flotte capable de rivaliser avec la Royal Navy britannique. Le plan prévoyait la construction de plusieurs cuirassés de classe H. Hitler approuva le plan Z en janvier 1939, proposant la construction d'environ 800 navires entre 1939 et 1947. Le programme était censé être achevé en 1945 et la force principale du plan Z se composait de 6 cuirassés de classe H. Ces cuirassés de classe H étaient destinés à constituer le cœur du plan Z d'Hitler, visant à rénover et à étendre la Kriegsmarine ou la marine allemande. Les cuirassés ont été conçus pour être plus grands et plus puissants que les cuirassés de la classe Bismarck et le porte-avions Graf Zeppelin. Cependant, le programme naval prévu n'était pas très avancé au début de la Seconde Guerre mondiale et la construction des cuirassés de classe H n'a pas progressé de manière significative. Par conséquent, aucun des cuirassés de classe H n'a jamais été achevé ou mis en service. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des histoires intrigantes ont émergé à propos d'un agriculteur local qui aurait été convoqué au milieu de la nuit pour aider les officiers SS à déverser des camions remplis de lourdes caisses dans un lac. Ces boîtes contiendraient de l'or et des dossiers secrets nazis. De tels témoignages oculaires ont déclenché une sorte de ruée vers l'or, les plongeurs rêvant de découvrir une fortune cachée sous la surface du lac. Cependant, beaucoup de ceux qui se sont aventurés dans les eaux dangereuses se sont noyés et n'ont jamais été revus. Ces dernières années, Gerhard Zöllner a découvert un anneau au fond d'un lac autrichien nommé lac Toplitz, sur lequel est gravé le nom d'Adolf Hitler.
Il recherche depuis près de 6 décennies la collection d'art volée par Hitler qui aurait été dispersée à travers l'Europe. En 1959, il trouva 72 millions de livres sterling de monnaie britannique contrefaite, datant de l'époque nazie lors d'une plongée dans le lac Toplitz. Sa collection personnelle comprend désormais des objets, des souvenirs, des armes et des explosifs utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Les rumeurs disent que de nombreux généraux SS se sont débarrassés de leurs biens au lac Toplitz. Le Silbervogel était une conception d'un bombardier suborbital propulsé par fusée, créé par Eugen Sanger et Irene Brett à la fin des années 1930 pour l'Allemagne nazie. Il a été conçu dans le cadre du projet America Bomber, qui visait à développer des bombardiers à longue portée capables d'atteindre les États-Unis depuis l'Europe. Le Silbervogel était destiné à être un avion suborbital, capable de voler à haute altitude et à des vitesses extrêmes, et il serait propulsé par un moteur fusée. Le plan était de lancer l'avion à partir d'une piste de monorail de 3 km de long, accéléré par un traîneau propulsé par une fusée. Une fois le rail de guidage terminé, le moteur fusée principal s'enflammerait, propulsant l'avion à sa vitesse maximale. L'avion était destiné à revenir sur Terre après avoir atteint son altitude maximale, permettant ainsi sa réutilisation et des économies de coûts. Malgré la conception et la conceptualisation du Silbervogel, aucun prototype physique n'a jamais été construit. Le projet est resté en grande partie sur papier et la fin de la Seconde Guerre mondiale a mis un terme à tout développement ultérieur. Croyez-le ou non, la conception et les concepts du Silbervogel ont contribué au développement des avions spatiaux ultérieurs. Par exemple, le moteur fusée refroidi par régénération est devenu un élément durable dans la conception des futurs moteurs fusées. Un secret qu'ils ne veulent absolument pas que vous sachiez est l'une des fois où ils ont échoué. L'opération Mincemeat constitue un exemple remarquable de tromperie stratégique alliée pendant la Seconde Guerre mondiale. Son objectif était de détourner l'attention des forces allemandes du projet réel des Alliés de débarquer sur l'île de Sicile en 1943. Aux premières heures du 30 avril 1943, le corps d'un officier britannique fictif nommé Major Martin fut relâché dans la mer depuis le sous-marin britannique HMS Seraph. Le corps a été laissé flotter à un peu plus d'1 kilomètre au large de la côte sud de l'Espagne. Les autorités espagnoles ont récupéré le corps et les documents secrets qu'il transportait ont été discrètement ouverts, photographiés, puis transmis aux agents des renseignements allemands en Espagne. Les Allemands ont rapidement réagi à ces informations. Ils doublèrent leur effectif en Sardaigne, estimant qu'elle était la cible de l'invasion alliée. De nombreuses divisions allemandes furent transférées en Grèce et dans les Balkans. Pendant ce temps, la véritable invasion alliée de la Sicile eut lieu le 9 juillet 1943, prenant complètement par surprise les défenseurs allemands. Le succès de l'opération est devenu évident lorsque les Alliés ont conquis l'île rapidement et de manière décisive en un peu plus d'1 mois. Le Land Cruiser P-1000 Rathe était une conception proposée pour un char super lourd pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette conception de char aurait été proposée en juin 1942 par Edward Grote, directeur chez Krupp. Le plan était de construire un char de 1000 tonnes, beaucoup plus lourd que le Panzer VIII Maus, qui, avec ses 188 tonnes, était le char le plus lourd jamais construit. Il était envisagé que le char aurait un châssis entièrement chenillé et utiliserait les tourelles de canon principales excédentaires provenant du réarmement prévu des cuirassés de la classe Scharnhorst. De plus, il était proposé que le char comprenne un garage pour 2 moteurs et une infirmerie. Le projet a reçu l'approbation d'Adolf Hitler, qui s'est montré intéressé par son développement. Cependant, le char fut finalement annulé au début de 1943 par le ministre de l'Armement, Albert Speer. Le Rathe était considéré comme un char super lourd capable d'effectuer des tâches complexes sur la ligne de front et de modifier potentiellement le cours de l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont réussi à récupérer une quantité importante d'objets et de trésors. Pourtant, un petit pourcentage de ces objets restait introuvable, apparemment cachés dans des tunnels, des mines et des lacs alpins autour des frontières sud de l'Allemagne. De nombreuses histoires intrigantes circulent sur l'existence de trésors nazis dans cette région, où les fidèles d'Hitler envisageaient d'établir une forteresse alpine. Certaines de ces histoires sont basées sur des témoignages oculaires présumés des derniers jours de la guerre. Une histoire spécifique raconte l'histoire d'une caravane de mules qui gravissait une montagne alpine la nuit. Des témoins ont affirmé avoir vu une colonne de mules transportant ce qui semblait être un transport secret de centaines de lingots d'or valant des millions de dollars.
Le secret entourant cette opération n'a cependant pas duré longtemps, car les rumeurs se sont rapidement répandues. Finalement, les troupes américaines récupérèrent l'or. Néanmoins, des rumeurs et des histoires sur d'autres trésors et or enfouis qui n'ont jamais été retrouvés persistent. Selon les légendes locales, certaines personnes ont connu une richesse et une prospérité soudaine après la guerre. Nous voyons ici le plan d'Adolf Hitler visant à ressusciter les forêts vierges du folklore germanique. Cependant, le projet du monstre du Jura ne visait pas seulement à restaurer des forêts anciennes, mais aussi à réintroduire des espèces disparues depuis longtemps. Tout cela faisait partie de la vision insensée des nazis d'établir un Reich millénaire qui dominerait non seulement l'humanité, mais aussi la nature elle-même. Les architectes nazis de ce rêve bizarre ont conçu des plans pour les colonies ariennes et de vastes parcs de chasse exclusivement réservés aux animaux ariens. Des scientifiques allemands de haut niveau, sous la direction d'Hermann Göring et de Heinrich Himmler, ont lancé un ambitieux programme de manipulation génétique visant à modifier l'ordre naturel, tant chez les espèces sauvages que domestiques. Derrière ce projet se trouvaient deux frères zoologistes, Lutz et Heinz Eck, obsédés par l'idée de ressusciter des espèces disparues depuis longtemps. Les frères Eck ont jeté leur dévolu sur la forêt de Białowieża en Pologne. Cette forêt était un refuge pour les meutes de loups, le rare lynx eurasien, le majestueux élan européen et l'un des derniers bastions du bison d'Europe. Les progrès réalisés par les nazis dans leur quête pour contrôler la nature et modifier l'évolution restent entourés de mystères. Alors que la guerre engloutissait l'Europe et que le régime nazi s'effondrait, la documentation et les progrès du projet se sont dispersés et perdus. En avril 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, la mission top secrète Alsos, visant à recueillir des renseignements et à contrecarrer la recherche nucléaire allemande, fit une découverte importante. Ils ont récupéré 659 cubes d'uranium dans un champ proche d'un laboratoire à Eigerloch en Allemagne. Ce laboratoire, caché sous un château, était dirigé par le physicien Werner Heisenberg. Plus tôt en 2019, des scientifiques dirigés par Heisenberg avaient créé un réacteur d'essai nucléaire en utilisant un arrangement distinctif de 664 cubes d'uranium reliés entre eux par des câbles d'avion, créant ainsi un lustre inquiétant. Les forces alliées ont transporté les cubes d'uranium trouvés sur le site à Paris, puis par la suite aux États-Unis. Cependant, environ 400 de ces cubes sont restés introuvables et leur sort reste encore aujourd'hui entouré de mystères. La majorité de ces cubes manque encore. La récupération de ces cubes d'uranium par les Alliés a joué un rôle crucial en empêchant les nazis de réussir à développer des armes nucléaires. L'issue de la Seconde Guerre mondiale aurait pu être radicalement différente s'ils avaient réussi. Le projet Honnebu est devenu la source de nombreux mythes et histoires de fiction, souvent associés à des bases secrètes nazies sur la face cachée de la Lune ou à des rencontres avec des êtres extraterrestres. Il existe diverses théories affirmant que le projet Honnebu tournait autour du développement et des tests de technologies avancées, notamment des moteurs anti-gravité et des soucoupes volantes. On pense que si les Allemands avaient mis au point ces armes à temps, elles auraient pu avoir un impact significatif sur l'issue de la guerre. Certaines théories suggèrent que la Honnebu était une soucoupe volante sécurisée par les Américains lors de l'opération High Jump en 1947. Elle pourrait avoir été liée à l'incident d'OVNI à Roswell, au Nouveau-Mexique. Le projet Honnebu a également attiré l'attention dans la culture populaire, notamment dans les livres, les maquettes, les jeux vidéo et les films. Le Honnebu est également apparu dans des jeux vidéo tels que X-Plane 11 et Warplanes WW2 Dogfight. À la fin des années 1930, les nazis s'intéressèrent à l'Antarctique et organisèrent une expédition pour revendiquer une partie du continent au profit de l'Allemagne. L'expédition était menée par le Schwabenland, un navire équipé d'une catapulte à vapeur et de 2 hydravions Dornier-Waal. Ces avions ont été utilisés pour effectuer des relevés photographiques approfondis, couvrant une superficie d'environ 600 000 km². L'opération High Jump a eu lieu pendant la saison estivale de l'Antarctique de 1946 à 1947, tandis que l'opération Windmill a eu lieu pendant la saison de 1947 à 1948. L'opération High Jump comprenait le plus grand groupe jamais déployé en Antarctique, composé de 4700 hommes, 13 navires et 33 avions. Les principaux objectifs de cette opération étaient de se préparer et de s'entraîner aux techniques de guerre par temps froid et aux conditions polaires.
On pense que juste avant la Seconde Guerre mondiale, une base allemande aurait été établie en Antarctique par le Schwabenland. Pendant la guerre, la base s'agrandit et reçoit régulièrement des approvisionnements via des livraisons sous-marines d'armes secrètes. Selon ces récits, les Britanniques ont tenté de détruire la base lors d'un raid raté du Special Air Service en 1945. Par la suite, l'opération High Jump a été lancée pour attaquer la base, mais les troupes américaines auraient été repoussées par le déploiement d'armes secrètes, souvent décrites comme des soucoupes volantes. L'histoire se termine avec la destruction de la base par les bombes nucléaires en 1958. Flak-Türme, également connu sous le nom de Flak Towers, étaient d'imposantes forteresses en béton construites pendant la Seconde Guerre mondiale dans diverses villes. Ils combinaient des canons anti-aériens avec des abris pour les civils et la construction d'une tour flak était un projet colossal. Par exemple, la tour Berlin-Flak dans le parc Humboldt-Hain a coûté environ 90 millions de marks à construire et a nécessité environ 800 hommes pour la construction. Des villes comme Berlin, Hambourg et Vienne possédaient plusieurs complexes de tours flak, chacun composé de plusieurs tours. D'autres villes, comme Stuttgart et Francfort, ont également érigé des tours flak plus petites à des points stratégiques. Ces tours étaient équipées d'une combinaison de canons anti-aériens de gros et petits calibres, dont des canons 128 mm et des canons de 20 mm. Les tours avaient des champs de tir superposés, créant un réseau dense de tirs anti-aériens pour défendre les villes. Certaines tours flak disposaient également d'installations supplémentaires telles que des hôpitaux, des stations de radio et des espaces de stockage pour les trésors artistiques. Pendant la bataille de Berlin, les habitants des tours flak ont formé leur propre communauté. Jusqu'à 30 000 Berlinois ont trouvé refuge dans une tour pendant la bataille. Les tours flak furent également parmi les derniers endroits à se rendre à l'Armée rouge lors de la chute de Berlin. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le sous-marin U-530 se rend à Buenos Aires, en Argentine. Il était alors sous le commandement d'un jeune lieutenant de la Kriegsmarine. Il fallut beaucoup plus de temps que prévu pour atteindre l'Argentine, n'arrivant qu'en juillet 1945 avec le journal de bord manquant et le canon du pont jeté par-dessus bord. C'était remarquable puisque la guerre avait déjà pris fin en mai 1945. La plupart des sous-marins, comme le U-530, avaient leur canon de pont retiré après 1943. Pourtant, le U-530 avait un canon de pont installé lors de sa dernière patrouille. La question persistante a toujours été de savoir pourquoi il a fallu si longtemps à l'U-530 pour atteindre l'Argentine et ce qu'il a fait pendant ce temps, mais l'équipage a refusé de discuter de ces questions. On suppose que l'U-530 aurait pu être impliqué dans le transport de nazis de haut rang vers l'Argentine. Il est également possible que le sous-marin ait fait escale le long des côtes argentines avant de se rendre. Cette théorie semble plausible dans la mesure où le voyage n'aurait pas dû durer plus de 6 à 8 semaines, même si le sous-marin utilisait son tuba et voyageait sous l'eau tout au long du voyage. La dernière patrouille du U-530 a quitté l'Allemagne en mars 1945 mais n'est arrivée à Buenos Aires que le 10 juillet. Il s'agit d'une patrouille très inhabituelle. Le Krumlauf, qui signifie canon incurvé en français, était un ajout unique développé par l'Allemagne pour le fusil STG-44. Explorons plus en détail cette invention. Le Krumlauf a été conçu comme un canon de forme incurvée, permettant aux soldats de tirer dans les coins depuis une position sûre sans s'exposer à une riposte. Il comprenait un viseur périscope et un miroir pour permettre aux tireurs de maintenir une prise et une soudure de joue standard tout en visant. Le Krumlauf était principalement destiné à être utilisé à courte distance, comme dans les combats urbains ou la guerre de tranchées, où les soldats devaient toucher des cibles sans ligne de vue directe. Plusieurs variantes du Krumlauf ont été produites avec différents degrés de courbure, notamment 30, 45, 60 et même 90 degrés. Cependant, la variante à 30 degrés a été la seule produite en nombre significatif. Le Krumlauf est souvent considéré comme un exemple de l'obsession de l'Allemagne de la fin de la guerre pour le développement d'armes non conventionnelles et peu pratiques. Bien que le concept du tir dans les virages soit intrigant, les limitations et les difficultés techniques l'ont empêché de devenir une arme efficace et largement utilisée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats allemands et alliés comptaient sur l'utilisation de drogues améliorant la performance pour maintenir leur endurance. Les troupes allemandes recevaient une forme de méthamphétamine sous forme de pilules qui était largement distribuée parmi les soldats de la Wehrmacht avant l'invasion réussie de la France en 1940.
À cette époque, cette drogue était répandue parmi les pilotes de la Luftwaffe afin de les préparer aux exigeantes longues missions ou pour lutter contre l'insomnie et la faim. Au cours du Blitz, une impitoyable campagne de bombardement nazi contre la Grande-Bretagne d'avril à juin 1940, environ 35 millions de tablettes furent envoyées à 3 millions de soldats, marins et pilotes allemands. Ces soldats parcouraient de longues distances, faisant avancer les lignes de front sans dormir ni se reposer. Les soldats étaient ensuite maintenus éveillés pendant de longues périodes, améliorant ainsi leur performance dans des conditions exténuantes et atténuant les effets des chocs causés par les obus et du SSPT. Le Sun Gun, également connu sous le nom d'Heliobeam, est une arme orbitale théorique proposée pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Sun Gun est un concept dans lequel un miroir concave monté sur un satellite est utilisé pour concentrer la lumière du Soleil sur une petite zone de la surface de la Terre, provoquant potentiellement des effets nocifs dus à une chaleur intense. Cette idée a été développée par le physicien allemand Hermann Oberth en 1929. Il envisageait une station spatiale située à environ 8200 km au-dessus de la Terre, équipée d'un grand réflecteur en sodium métallique. Le réflecteur proposé, d'une superficie de 9 km², serait capable de concentrer la lumière du Soleil pour générer suffisamment de chaleur pour faire bouillir un océan ou enflammer une ville. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un groupe de scientifiques allemands a développé le concept du pistolet solaire d'Oberth sur le terrain d'essai de l'artillerie allemande à Hillersleben. Les nazis ont également affirmé que si on leur avait donné 50 à 100 ans, ils auraient pu construire cette arme de destruction massive. Au milieu des années 1920, l'Avril Gesellschaft, une organisation allemande profondément liée au nazisme, se lance dans des expéditions au Tibet. Leur objectif était de trouver des preuves d'anciens ancêtres aryens qui descendraient apparemment d'une race d'extraterrestres nordiques qui avaient élu domicile sur la Terre intérieure. Inspiré par ces croyances, Adolf Hitler chercha à établir une présence en Antarctique. En 1938, une expédition fut envoyée sur le continent à la recherche d'un royaume caché connu sous le nom de Monde des Serpents. Ce complexe se composait de 7 niveaux de vastes grottes et tunnels souterrains. Il était censé servir de rampe de lancement extraterrestre pour des missions au sein de notre galaxie. Les habitants de ce royaume auraient même encouragé les nazis à établir une colonie à leur côté appelée Neuschwabenland. Le but de cette colonie était de promouvoir un développement scientifique et technologique commun entre les Allemands et les êtres extraterrestres. Alors que la Seconde Guerre mondiale engloutissait la planète, les nazis ont commencé la construction d'une forteresse sous-marine impénétrable en Antarctique, connue sous le nom de Station 211. Cette forteresse avait pour but de contrôler les eaux environnantes et de servir de site de relocalisation aux projets les plus secrets d'Heinrich Himmler. Parmi ces projets figuraient par exemple des disques antigravité. La bombe rebondissante a été inventée par l'ingénieur britannique Barnes Wallis. Il a conçu l'idée en expérimentant des billes rebondissantes sur un réservoir d'eau dans son jardin. Le but de la bombe rebondissante était d'attaquer et de détruire les barrages allemands, en particulier ceux de la vallée de la Ruhr, essentiels à l'industrie et aux infrastructures allemandes. La bombe a été conçue pour traverser l'eau et exploser sous l'eau, provoquant des inondations massives et des dégâts aux réserves d'eau et aux centrales hydroélectriques. Elle a été utilisée pour la première fois dans le cadre de l'opération Chastise par la Royal Air Force les 16 et 17 mai 1943. La mission a été réalisée par le 617e escadron, également connu sous le nom de Dam Busters. L'escadron a utilisé des bombes cylindriques spécialement construites, baptisées Entretien, qui ont été larguées à basse altitude et à grande vitesse. Les bombes étaient conçues pour traverser l'eau, couler contre le mur du barrage et exploser sous l'eau, provoquant la rupture du barrage et l'inondation des zones environnantes. Cette attaque a été considérée comme un coup dur porté à la machine de guerre allemande et a remonté le moral des forces alliées. Dans les dernières étapes de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Allemagne nazie était confrontée à la puissance et à la capacité de production écrasante des Alliés, les dirigeants se sont concentrés sur le développement des armes miracles ou Wunderwaffe dans une tentative désespérée de renverser leur destin. L'un de ces projets audacieux était le concept de Sun Cannon. L'idée derrière tout cela était d'exploiter et de concentrer la puissance du Soleil dans un faisceau focalisé de chaleur et de lumière intense capable de provoquer la destruction depuis l'orbite.
Le principe de base du Sun Cannon est similaire à l'utilisation d'une loupe pour allumer un feu. Lorsqu'une loupe est correctement positionnée pour capter les rayons du soleil, elle peut concentrer la lumière du soleil en un faisceau étroit, très concentré et brûlant. L'innovation impliquait la conception d'une plateforme orbitale qui collecterait et dirigerait les rayons du soleil vers une cible au sol. Cette station spatiale en orbite pourrait être repositionnée sur l'orbite terrestre pour incinérer n'importe quelle cible choisie. Des villes comme Londres ou Moscou auraient pu être réduites en cendres au gré des nazis. Le caractère dévastateur de cette arme la rendait pratiquement indéfendable. Le Kugelpanzer est un véhicule blindé unique et énigmatique de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'un des chars les plus insolites jamais construits, caractérisé par sa forme sphérique. Le Kugelpanzer a un design minimaliste à l'extérieur, composé d'un corps cylindrique au milieu où une personne peut s'adapter. Deux roues hémisphériques sont placées de part et d'autre de la partie centrale et lui servent de moyen de propulsion. Le véhicule est doté d'un blindage mince d'environ 5 mm, bien que la composition exacte du blindage soit inconnue, car aucun échantillon métallurgique n'a été prélevé. Cependant, la raison pour laquelle ce véhicule a été construit et quel était son objectif reste un sujet de débat. La théorie la plus courante est qu'il a probablement été utilisé comme véhicule de reconnaissance expérimentale, bien que sa faible vitesse et sa visibilité limitée soulèvent des questions quant à son efficacité dans ce rôle. Il n'existe aujourd'hui qu'un seul exemple connu du Kugelpanzer. Il est exposé au musée des chars de Kubinka à Moscou, en Russie, où il est répertorié sous le nom d'exposition numéro 37. On suppose que ce véhicule a été capturé par l'armée rouge en Mandchourie. L'accès et la photographie à l'intérieur du Kugelpanzer sont strictement interdits, ce qui rend difficile la vérification de l'aménagement interne et des composants du véhicule. Un programme nazi visant à renforcer la race allemande avec du sang arien impliquait un groupe connu sous le nom d'enfants Lebensborn. Ces enfants étaient les descendants de parents soigneusement sélectionnés pour leurs caractéristiques physiques, destinés à engendrer la race aryenne idéalisée par Hitler, caractérisée par des yeux bleus et des cheveux blonds. Ce chapitre de l'histoire est encore récent, avec une quarantaine d'autres enfants qui ont grandi dans le programme nazi, se soutenant mutuellement. Lorsqu'ils se sont réunis, ils ont partagé des histoires sur des tantes qui se sont révélées être leurs mères biologiques, des parents adoptifs tombés dans l'alcoolisme et des parents par le sang. Certains de ces enfants ont été emmenés de l'Ukraine actuelle par les nazis et on leur a parfois dit qu'ils étaient adoptés. La plupart ont été retirés à leurs parents dans les pays occupés par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'ils étaient enfants. Ces enfants furent ensuite passés dans des familles allemandes pour être élevés selon la doctrine nazie. Bien que certains des quelques 8000 enfants nés dans les foyers de Lebensborn en Allemagne aient été élevés par leur mère biologique, beaucoup ont été confiés à des familles d'officiers SS de haut rang. L'autoroute est un réseau routier à grande vitesse à accès limité qui sert de base au premier réseau autoroutier national moderne. Il a été planifié en Allemagne au début des années 1930 et étendu à un réseau autoroutier national connu sous le nom de Reichsautobahnen, totalisant 2108 km en 1942. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne de l'Ouest s'est lancée dans une ambitieuse reconstruction du système et après la réunification allemande en 1989, le système ouest-allemand a été fusionné avec le système est-allemand. C'est l'un des réseaux autoroutiers les plus longs du monde, avec une longueur totale d'environ 12 996 km et il est également connu pour l'absence de limitation de vitesse générale. L'autoroute a joué un rôle important dans l'histoire allemande, notamment en tant qu'atout majeur pendant la Seconde Guerre mondiale. La Blitzkrieg allemande, ou guerre éclair, qui impliquait des attaques massives coordonnées, a également utilisé l'autoroute pour des mouvements rapides de troupes. Et en ce qui concerne le transport, une autre chose construite par les nazis était la Volkswagen. Sa production de masse a été initiée par le gouvernement allemand sous la direction d'Adolf Hitler et du Parti national-socialiste. L'objectif était de créer un véhicule abordable mais rapide qui pourrait être vendu pour moins de 1000 Reichsmarks, soit environ 140 $ à l'époque. Pour concevoir cette voiture du peuple, Hitler a fait appel à l'ingénieur automobile autrichien et allemand Ferdinand Porsche. À la fin des années 1930 et au début des années 1940, la Kriegsmarine allemande envisageait de répondre aux exigences du plan Z qui visait à réarmer et à étendre la marine allemande nazie. Dans le cadre de ce plan, de monstrueux supercuirassés ont été envisagés, collectivement connus sous le nom de classe H.
Cependant, ces cuirassés n'ont jamais reçu de nom individuel et sont simplement appelés classe H. La conception originale, connue sous le nom de H-39, prévoyait la construction de 6 navires qui étaient essentiellement des versions agrandies des cuirassés de la classe Bismarck, armés d'énormes canons. Les modèles ultérieurs comme le H-41 comportaient des canons principaux encore plus gros avec 8 armes. Le modèle final, connu sous le nom de H-44, disposait d'un armement massif composé de canons encore plus gros. Les premières études de conception du cuirassé, codé sous le nom de Battleship H, remontent à 1935. Hitler lui-même exigeait des armes plus grosses que celles de tout adversaire potentiel, soulignant la supériorité de ses cuirassés. Cependant, le déclenchement de la guerre en septembre 1939 provoqua un arrêt de la construction des navires de classe H. On s'attendait à ce que les travaux sur les cuirassés reprennent après une victoire allemande dans la guerre. Le mur de l'Atlantique était une gigantesque structure de défense côtière construite par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était comme un immense mur le long des côtes de la mer du Nord et de l'océan Atlantique, de la Norvège jusqu'à la frontière espagnole. Ce mur était difficile à manquer, car il s'étendait sur plus de 5000 km. Qu'y avait-il dans ce mur? Eh bien des bunkers en béton, des fortifications et même des obstacles naturels comme des falaises et des rochers ont été utilisés. L'objectif était de créer une forteresse presque impénétrable qui pourrait être défendue par relativement peu de troupes. Le mur de l'Atlantique était censé protéger les ports clés ainsi que les cibles militaires et industrielles. La construction de ce méga-mur a coûté une fortune en ressources et en main-d'œuvre, et plus de 1,4 million de travailleurs ont été impliqués, dont certains étaient des travailleurs forcés des camps de concentration. Plus de 17 000 km² de béton et 1,2 million de tonnes d'acier y ont été utilisés. Et malgré tous ces efforts, le mur fut percé par les Alliés le jour J, le 6 juin 1944, lors de l'invasion de la Normandie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Heinrich Himmler a élaboré un plan connu sous le nom d'Alpenfestung en novembre et décembre 1943. Ce plan impliquait le retrait du gouvernement et des forces armées allemandes dans une zone s'étendant du sud de la Bavière à l'ouest de l'Autriche jusqu'au nord de l'Italie. Le concept d'Alpenfestung a servi d'outil de propagande efficace et de stratégie de tromperie militaire appliquée par les Allemands dans les derniers stades de la guerre. Les rapports de renseignement reçus par le quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées indiquaient que la région alpine abritait des réserves de nourriture et de premières nécessités militaires accumulées au cours des 6 mois précédents, ainsi que des installations de production d'armes. Ces rapports suggéraient qu'Hitler pourrait échapper aux Alliés et causer des difficultés significatives aux forces d'occupation dans toute l'Allemagne à partir de ce terrain fortifié. Des rumeurs ont été divulguées au gouvernement neutre, gardant l'état de préparation de la forteresse incertain. Pour induire davantage en erreur les renseignements militaires alliés, de faux rapports et comptes sur les matériaux de construction, la production d'armes et les transports de troupes ont été établis. Cette tromperie élaborée, orchestrée par la Bundeswehr allemande, est considérée comme l'une de leurs plus grandes réalisations pendant la guerre, même si l'ampleur exacte du succès est contestée. Le canon V3, également connu sous le nom de London Gun ou Hochdruckpumpe, était un super canon développé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet engin n'était pas qu'un canon ordinaire, il était énorme et l'idée était de l'utiliser comme un méga fusil à longue portée. Imaginez un gigantesque canon capable de tirer des projectiles à grande vitesse sur de grandes distances. Le V3 canon était destiné à bombarder Londres depuis 2 grands bunkers du nord de la France. C'était une idée effrayante et l'intention était de terrifier la population de la ville. Il a été développé par un ingénieur allemand intelligent nommé August Kunders, qui a présenté son idée au ministre de la production de guerre, Albert Speer. Hitler fut immédiatement enthousiasmé et injecta beaucoup d'argent dans le projet. La construction de ce canon a nécessité beaucoup de travaux de creusement et de travail forcé dans un immense bunker souterrain du nord de la France. Mais finalement, avant que le canon ne puisse atteindre Londres, les installations de lancement furent détruites par les bombardements alliés. Le canon V3 n'a jamais été utilisé comme prévu. Cependant, 2 canons similaires furent utilisés pour bombarder le Luxembourg de décembre 1944 à février 1945. Le château de Wewelsburg, situé dans le nord-ouest de l'Allemagne, a une longue histoire entourée de mystères. Autrefois refuge pseudo-religieux des SS d'Hitler, ce château captive l'imagination depuis 1945. Sa crypte, remplie d'échos et de symboles occultes énigmatiques, a donné lieu à des récits de cérémonies païennes menées par la confrérie.
Construit à l'origine au XVIIe siècle sous la forme d'une structure triangulaire, le château de Wewelsburg a subi une transformation dans les années 1930 sous la direction de Heinrich Himmler. Des milliers de travailleurs forcés ont travaillé dur pour donner vie aux pierres qui entourent les murs, avec au centre un tuyau de gaz destiné à alimenter une flamme éternelle. En montant à l'étage, la salle des généraux SS circulaire révèle un symbole occulte connu sous le nom de soleil noir, incrusté dans le sol en marbre. Debout au centre, votre voix est si intensément amplifiée qu'elle prend un caractère inquiétant, presque extraterrestre, lorsqu'elle résonne dans la salle voûtée. Quel est le secret qui vous fascine le plus? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.